Bonjour tout le monde, je me présente Baptiste Tellier, je suis Cloud System Ingénieur chez Vim et aujourd'hui on va discuter et on va parler de Vim Backup pour Microsoft Azure. On va voir dans la première partie le pourquoi sauvegarder avec notre outil et la deuxième partie le comment avec un peu de démo et quelques explications sur quelques features avancées. Hop, petite vidéo de 15-20 minutes je l'espère maximum, on va essayer de rentrer directement dans l'essentiel. Pourquoi sauvegarder avec Vim Backup pour Azure? La première chose, c'est éviter le vendor lock. Si vous faites votre sauvegarde avec Azure Backup, qui est l'outil natif de Microsoft, et que vous décidez un jour de changer de cloud, de changer d'hyperviseur, de changer de mode de fonctionnement, toute la rétention que vous avez mis dans Azure, elle est bloquée dans Azure Backup et vous ne pouvez pas l'en sortir. Il n'y a pas de mécanisme de réversibilité. Donc ça, c'est éviter le lock-in, pouvoir à tout moment migrer sur n'importe quel type de plateforme. Le deuxième, c'est le coût compétitif. Et je vous en parlerai après. Le coût est assez linéaire avec les produits Vim, là où il va être par palier avec la solution Azure Backup. Ensuite, en tant que Cloud Service Provider, l'avantage c'est que d'avoir une interface centralisée, vous allez voir toutes les appliances des clouds publics. Là, je vais faire cette vidéo sur Azure, on en aura d'autres sur AWS et Google plus tard. C'est quel que soit l'hyperscaler que vous allez utiliser, ce sera la même interface centralisée. Donc ça vous permettra, vous, en tant que fournisseur de services, d'infogéreur, une seule console, tous les clouds pour tous vos clients. Donc ça, je pense que c'est super important. Facilité et flexibilité des services de restauration, ça c'est tout simple. Les mécanismes de restauration de fichiers, les mécanismes de restauration de disques, de machines sont vraiment simplifiés dans une interface, on va dire Vim, une interface simple Vim et qui est complètement indépendante en fonction des cloud providers. Donc même c'est la même interface soit Azure, AWS ou GCP. Donc pas besoin de se reformer aux trois types de plateformes. Et le dernier point, c'est la réversibilité, c'est de pouvoir proposer justement de pouvoir restaurer sur d'autres plateformes ou de pouvoir restaurer on-premise. On peut faire des conversions natifs des clouds publics vers on-premise. Ça, c'est le pourquoi. L'autre pourquoi, il est assez simple. Je pense que tout le monde connaît ce magnifique tableau avec les différents SaaS, PaaS, IaaS et on-prem. Donc, moins on est on-prem, moins on a de responsabilité, puisqu'on délègue la responsabilité à l'hyperscaler. Dans notre cas, c'est Microsoft. Et dans le cadre du IaaS, du PaaS ou du SaaS, quels que soient les trois derniers, on va quand même avoir la responsabilité des data, des informations, des accounts, de l'identité. Donc on a toujours une part de responsabilité. C'est pas parce que tout est dans le cloud public qu'on n'a pas une part de responsabilité. Donc toujours garder en tête que le client ou vous, en tant que fournisseur de services auprès de vos clients, les datas qui sont dans ces services-là, c'est de la responsabilité du client. Tout de suite, je rentre dans le dur, le prix. Ok, on va tout de suite me dire oui, mais le prix Azure Backup, c'est pas cher. J'ai pris un exemple tout simple et ça va permettre de comprendre un peu le fonctionnement. Euh, pour faire marcher Vim Backup pour Azure, c'est une appliance, d'accord? C'est vrai que je rentre directement dans le dur du sujet, mais c'est une appliance qui tourne dans le cloud public. Donc c'est une appliance qui, la configuration sur Azure, c'est une B2S, d'accord? Plus 32 Go de premium SSD, 46 euros. La licence Vim, c'est 11 points pour une cloud VM. Donc les CSP, VCSP vous connaissez, vous avez un système à points. Et j'ai pris un truc no commit. Donc j'ai vraiment pris le point plus cher. Normalement vous n'êtes pas à ce prix-là. Si vous avez un minimum d'engagement, mais voilà, 70 centimes, on va dire 7,70€ par machine. Rajoute 5% pour le coût des workers, on en parlera après. Donc 30 machines à sauvegarder qui font chacune 250 Go. Avec Vim, ça fait 242€ de licence plus le worker. Et on rajoute la machine B2S, l'appliance, 289€. Okay. Azure Backup, 300€. C'est facile, on va dans le calculateur Azure, 300€. Donc quoi qu'il arrive, le prix du stockage derrière ce sera le même. On stocke sur du blob storage Azure, que ce soit Azure Backup ou Vim, ce sera le même coût de stockage en fonction de la rétention, il n'y a rien de particulier là-dessus. Donc là déjà on voit que bon, on est à peu près la même chose, c'est pas très chaud. En revanche, deuxième exemple, toujours la même chose, parce que cette fois-ci j'ai remplacé les 30 VM, elles sont plus à 250 Go, mais elles sont 501. Pourquoi 501? C'est simplement parce que c'est des paliers en fait. Microsoft Azure, si vous sauvegardez la machine, et je vous parle même pas si vous essayez de sauvegarder de la base de données, la machine toute seule, ça compte par palier. Donc une machine à 250 Go, c'est un prix. Une machine à 500 Go, jusqu'à 500 Go, à 250, 200, je crois que c'est un prix. Et à partir de 501, c'est un autre prix. Et donc là où tout à l'heure on passait sur côté Vim, pas de changement. Licence au worker et pas à la volumétrie. Licence au workload, pardon, et pas à la volumétrie. Du coup, toujours 289€. Azure Backup, on est passé de 300 à 600. Clairement, c'est du simple au double parce que c'est un nouveau palier. Mais si vous pouvez faire le même test avec des machines de 1 Tera, c'est encore un nouveau palier. Donc en fait, il y a un certain point d'inflexion où on est beaucoup plus intéressant d'utiliser des machines Vim, des licences Vim, les technologies Vim, parce qu'on va voir là tout de suite pas de croissance, on va dire, de prix en fonction de la volumétrie des machines. En revanche, c'est possible que sur les machines qui soient beaucoup plus petites, donc les premiers paliers, s'il n'y a que des machines qui font 20 ou 50 Go, quelque chose comme ça, Azure Backup puisse être plus compétitif.
Après, c'est pas des scénarios qu'on voit régulièrement. C'est pour ça que j'ai pris 200, 500. J'ai trouvé que c'était plutôt avantageux pour nous, mais c'est surtout le plus réel dans les scénarios qu'on voit avec nos providers. Voilà, pour directement le prix, c'est relativement ça. Maintenant, continuons sur le pourquoi. Donc, c'est une appliance qui est directement disponible dans le cloud public. Donc, ça se déploie soit depuis la marketplace, soit depuis un serveur VBR. D'accord, c'est natif pour Azure, donc en quelques secondes on le déploie. C'est sans agent, on utilise les API des snapshots. On utilise des workers qui vont prendre les snapshots et les envoyer vers le stockage, le storage account d'Azure. Très, très facile d'utilisation, pas de maintien d'account et de choses dans les machines. On va automatiser les snapshots, leur backup et la rétention dans le stockage objet pour trois types de workloads, que ce soit les machines virtuelles, les Azure File Share et les bases de données Azure SQL. Et on va pouvoir donc piloter les snapshots et les backups et leur rétention, donc tout ça dans la même interface. Beaucoup de scénarios de restauration, beaucoup plus flexibles, fichiers, machines, disques, pas besoin de remapper le disque sur une autre machine pour aller lire ce qu'il y a dedans. C'est l'appliance Vim qui va faire tout ça pour vous. Si vous êtes utilisateur de Vim traditionnel, VBR ou autre, vous n'allez pas être perdu. Low cost, pourquoi? Parce que quand on fait des snapshots, on les garde pas sur le coût du snapshot, ça coûte plus cher le disque. Donc là pour le coup on va l'envoyer sur le blob storage. Et on est capable de gérer le blob chaud, froid, archive en fonction des besoins de rétention et des périodes de rétention. Amélioration de la sécurité, est-ce qu'on est capable d'installer cette appliance et de configurer toutes les sauvegardes et les comptes de stockage en cross resource group. Donc ça peut être un ressource group dans la même souscription, cross région et même cross souscription. Après, il va y avoir des frais forcément de discussion entre les différentes souscriptions, c'est les coûts de bande passante de Microsoft. Mais on peut vraiment décorréler son infrastructure de sauvegarde de son infrastructure de production pour revenir dans les mêmes best practices qu'on avait en sauvegarde traditionnelle on-prem. Portabilité, la capacité des workloads VMware, Hyper-V, HV, tout ce qui était on-premise, de faire du direct restore to Azure pour faire un plan de PRA rapide de on-premise vers Azure. Ça va convertir la machine automatiquement et tout démarrer dans Azure. Et l'inverse est vrai également, c'est l'Instant Recovery Anywhere. Tout ce qui a été Azure VM, c'est dans un stockage objet Azure, et on va être capable de lire ce stockage objet et faire de la restauration GCP, AWS, Hyper-V, VMware, voilà, pouvoir revenir dans n'importe quel type d'autre format on-premise. Donc là, vraiment, c'est un scénario dans les deux sens, de mobilité. Voilà pour le pourquoi. Maintenant, un peu plus on va dire, de comment ça fonctionne. C'est la partie architecture. L'architecture, donc j'ai appris ça des best practices et je vous mettrai certainement en commentaire de cette vidéo le lien vers le best practice guide. Donc à gauche, c'est les workloads qu'on est capable de supporter. Virtual Machine, serveur SQLDB et Azure File. Donc c'est les trois qu'on est capable de prendre en compte en termes de sauvegarde. Et on va être capable donc de prendre des volumes, de gérer des snaps, de faire des backpack export ou de faire des snaps et de l'indexing. Et tout ça, on va ensuite le faire processer par des workers qui vont juste démarrer au moment de la sauvegarde du workload. Et si vous vous rappelez dans la partie prix, c'était ça les 5%, parce que ça démarre juste le temps de traiter les données et ensuite ça la détruit, donc c'est quelques minutes, ça coûte rien. Et ça ensuite on le stocke sur du blob storage. D'accord. Et pour les recovery, machine complète, file level, database restore. Vous connaissez, rien de nouveau à ce niveau-là. Donc notre appliance, Vim Backup pour Azure, c'est elle qui pilote tout. Donc elle va piloter le déploiement des workers, on va configurer les accounts, les storage accounts, les policies, et je vous montrerai après comment ça fait. Voilà un peu un schéma d'ensemble, et si jamais vous êtes... c'est une appliance Vim Backup pour Azure dédiée pour le client. Dans ce cas-là, on va pouvoir l'interconnecter avec un Vim Backup et application. Et donc un Vim Backup et application connecté à un Vim Backup pour Azure pour avoir tout centralisé. Et il y a autre chose pour la côté plutôt service provider. Ce qui est important à savoir, c'est que si jamais vous vous interconnectez, donc là j'ai repris un schéma où vous êtes on-premise, vous avez votre Vim Backup application on-premise. À côté gauche, c'est plutôt Cloud Azure. Vous avez eu votre Vim Backup pour Azure, vous discutez avec, c'est bien. Ils stockent les choses sur le storage account. On va pouvoir, depuis notre Vim Backup et application, faire un backup copy des données Azure sur du backup repository on-premise. En V11, c'est du bloc. En V12, on peut imaginer que ce soit en plus un autre type de stockage objet. Donc ça, c'est assez intéressant. L'autre possibilité, derrière, une fois qu'on a fait le backup copy on-premise, c'est le scénario de réversibilité dont on parlait tout à l'heure. Pouvoir restaurer sur VMware, Microsoft, Nutanix, faire un instant recovery de la machine. Attention forcément au coût de données sortantes qu'on a de l'Azure Blob pour revenir au backup repository on-premise. Il y a tous les coûts de trafic de données sortantes de Microsoft. On peut se passer du repository, d'accord, si on ne veut pas l'externaliser et payer tous les jours, mais le jour où on en a besoin, c'est important de savoir qu'on peut juste interconnecter au VBR, discuter avec le blob storage et faire ses instant recovery le jour où on en a besoin. Ça peut servir pour un environnement de pré-prod, ça peut servir pour faire des tests, ça peut faire juste un retour en arrière. Et bien sûr, c'est pas que on-premise, ça permet aussi de parler directement avec les autres clouds, puisque Vim Backup per application,
Ça fait du Direct Restore to Azure, AWS et GCP. Donc ça c'est vraiment le scénario basique d'un client VBR monotenant qui a sa propre appliance Azure, AWS ou GCP. Donc c'est sur un seul port en 440. Maintenant, grosse nouveauté avec l'arrivée de la version 7 de la Vim Service Provider Console, qui arrivera en même temps que la V12, peut-être début d'année, on aura l'intégration avec justement Vim Backup pour AWS et Vim Backup pour Azure. Donc ce que ça veut dire, c'est que vous aurez toujours vos appliances dans les clouds publics, et là c'est une appliance par tenant, qui sera nativement connectée au serveur Cloud Connect et qui remontera dans la Service Provider Console. Le schéma il serait presque mieux dans l'autre sens, d'accord? Parce que directement depuis la Vim Service Provider Console en fait, sans avoir forcément savoir comment ça fonctionne, donc la possibilité de déployer des appliances. Vraiment vous allez vous retrouver directement dans votre VSPC, dans la partie plugin Cloud Public, et vous pourrez déployer des nouvelles applications, des nouvelles appliances, pardon, AWS et Azure, ou vous connecter à des appliances existantes. Et ça c'est en multi-tenant, donc on pourra tout simplement ici dans la partie Public Cloud, voir les jobs de mon client. Chaque client a son propre API, sa propre appliance, avec ses propres jobs dessus. On pourra les modifier, les créer, etc. Et tout ça dans une vue centralisée. Donc là, on va vraiment avoir le scénario de vue centralisée, appliance multitenant, refacturation directement de la consommation en multitenant sur cette Vim Service Provider Console version 7. Voilà, petite conclusion avant de passer à la démo et à quelque chose un peu plus particulière. La conclusion, c'est pas de l'underlocking, un coût compétitif, une interface centralisée, plus de facilité de scénario de restauration, et tout ce qui est multi-cloud, multi-plateforme pour revenir en premise, faire son plan de reprise d'activité dans Azure ou sur un autre cloud. Passons tout de suite à la démonstration, bien sûr. Donc là, normalement, je suis plus connecté. Hop, petit cut au montage. Je suis de nouveau connecté sur mon appliance. Donc là, je suis directement connecté sur mon appliance en interface web et il y a toute une gestion de compte à avoir. Et ça, c'est mon premier dashboard qui me donne l'information sur mes jobs, sur mes usages. Snapshot, backup, archive en fonction de ma volumétrie. Les policies en success, les top policies, leur temps, voilà, les workloads protégés, les bottlenecks, je vais en parler juste après spécialement pour comprendre un peu comment ça fonctionne. La première fois que vous lancez la console, vous allez arriver dans la configuration qu'on a en haut à droite et dans le Getting Start qui vous demande de rajouter un compte Azure, vous demande de configurer les workers, qui vous demande de configurer un repository. Donc on peut visualiser ça un peu comme rajouter son ESX, rajouter ses proxys, mais rajouter son repository. Hein. C'est vraiment, il n'y a rien de nouveau là-dessus. C'est assez straightforward. Azure Account, j'ajoute un account, je lui mets un nom, hop. Et derrière, ça va créer automatiquement les services en me demandant de me loguer avec mon compte Azure pour aller créer les bonnes applications. Pareil sur le repository, je vais éditer celui-là, mais voilà, c'est vraiment juste, on va définir un nom, on va définir l'encryption si jamais on veut encrypter toutes les données qui sont dessus, et on va définir aussi le storage account relatif à ce repository. Et donc on peut avoir un repository chaud pour les quotidiennes, un repository froid pour les weekly, et un repository archive pour tout ce qui est archive tiers tout simplement. Rappelez-vous juste que je crois que c'est 30 jours de rétention minimum sur du froid et 90 jours de rétention minimum sur de l'archive, sinon vous payez des pénalités. Pour finir les workers, donc les workers ils sont à déployer dans chacune des régions dans lesquelles on a des sauvegardes à faire, parce qu'on peut être multi-région bien sûr, et c'est ces workers qui vont se faire le travail d'aller collecter les données des snapshots dans les différentes régions. Donc on leur prévoit généralement un VNet avec son propre subnet dans chacune des régions. On peut définir des profils en fonction des différentes régions et de la différente taille des machines qu'on va sauvegarder. On peut faire des petites machines, des grosses machines pour payer plus ou moins cher, pour être le plus efficace et le plus optimisé au terme de prix. Et là, ça vous donne directement quelles sont les instances, où est-ce qu'elles sont. Voilà la partie configuration, c'est relativement simple. Et ensuite, on arrive dans la partie policy. Dans la partie policy, je vais éditer ce job, ce sera plus simple. Mais là, on va pouvoir créer des policies pour Azure, les machines SQL, les machines Azure File, tout ce qui va être Azure. Je vais juste éditer ma policy sur Azure Backup. On lui met un nom, on lui met une source, donc là c'est notre tenant encore. Les régions qu'on souhaite sauvegarder, ça évitera d'afficher tout et n'importe quoi avec cette policy. Et les ressources qu'on veut protéger. Donc les ressources, forcément, on peut pointer vers des virtual machines. C'est comme traditionnellement, on va vous recommander de pointer sur des tags, des policies, des tags, comme ça après on touche plus jamais. Une fois que c'est fait, on a quand même des applications un peu avancées. On peut faire de l'application aware processing pour Windows, pour faire des appels VSS qui vont bien, ou faire du script pré et post sur la partie Linux ou Windows, c'est pareil, en fonction des besoins. En target, on va tout simplement définir si on veut faire du snapshot, si on veut répliquer ce snapshot, et ensuite si on veut faire du backup. En scheduling, on va configurer la partie rétention du backup justement avec daily
et on peut voir qu'on a mis un repository pour le daily. On peut mettre du weekly et mettre un autre repository, donc le froid par exemple, le monthly aussi sur du froid et le yearly sur de la. Voilà, donc c'est vraiment configurable en fonction du GFS qu'on veut réaliser. Traditionnel scheduling avec des retries, health check si besoin, notification si besoin, et on a un petit cost estimator. Ça nous permet d'un peu de se faire une idée que le prix, si on a fait beaucoup de snapshots et pas beaucoup de backups, ça va avoir certains coûts. Le coût des transactions, vous vous souvenez, j'avais dit à peu près 5%. Et donc on se retrouve avec ces estimations. Attention, c'est une estimation, l'estimation qui est très importante à prendre en compte. Ils vous disent derrière, c'est basé sur des hypothèses. L'hypothèse, 3% de taux de changement, très bien. Compression, 50%, très bien. Non, le plus important, c'est le disque occupé. Pour faire cette estimation, il considère que si votre machine était par exemple à 1 Tera, le disque occupé en production est de 70%. Donc si vous avez votre client qui a plein de machines d'1 Tera qui sont à peine remplies à 20%, cette estimation va être bien supérieure à la réalité. Donc c'est là où il ne faut pas se faire avoir. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez créé votre propre job. C'est là, on voit les policies, les snapshots, les backups. Tout ça, c'est automatisable en PowerShell si jamais vous voulez. Pas en PowerShell, pardon. C'est automatisable en REST API si vous avez besoin de faire ça at scale sur plein d'environnements différents. Et si vous voulez faire de la restauration, on va aller dans Protected. On choisit sa machine, Windows ou Linux. On va voir les différents points, le stockage sur lequel c'est mis en place. Et on peut faire restore VM disk, VM complète, file level recovery. Voilà, je pense que personne ne sera perdu à ce niveau-là. On va reprendre encore 5 minutes juste pour couvrir les nouveautés donc, de cette version. Donc c'est Azure File Support et c'est peut-être quelques petites notions à bien garder en tête. Azure File Support, donc on peut scheduler les snapshots d'Azure File. D'accord, on indexe pour pouvoir restaurer plus facilement les fichiers en retrouvant les bons fichiers. Donc on peut faire du granular file restore, différents points de restauration puisqu'on a les index qui sont faits en amont. Comme je vous l'ai montré quand on crée la policy, donc c'est l'onglet policy, et derrière on va être capable vraiment d'activer l'indexing et de sélectionner les différents file shares qui nous intéressent. Rétention daily, weekly, monthly, voilà, vraiment tout pareil là-dessus. Le restore process, quand on clique dessus, on va cliquer sur restore, file level restore. Et derrière, on peut faire Original Location ou New Location, différentes settings. Et là, on va vraiment avoir une nouvelle région, une nouvelle souscription, un nouveau file share. Donc si on a besoin de restaurer ça sur un environnement complètement différent d'une autre région parce qu'il y a eu un problème sur celle-ci, c'est tout à fait possible. Et ensuite, on peut aussi faire du backup file and folder, tout simplement, puisqu'on va pouvoir faire du browse, taper le nom du fichier, et ça va parcourir les points de restauration pour vous dire où est présent ce fichier. Le même principe de restauration que vous connaissez, qui peut override du fichier. Des choses à garder en tête, c'est que pas plus de 200 snapshots, voilà, c'est une limitation Microsoft. L'appliance, elle va vous dire quand il ne restera plus que 10 snapshots ou 5 snapshots de disponibles, sachant que c'est configurable. Parce que 10 snapshots, si vous faites, je sais pas, 5 snapshots par jour, ça peut aller très très vite. Vous pouvez configurer dans l'application. L'indexing, d'accord, c'est le worker qui va le faire, il va stocker ça dans l'appliance Vim Backup. Donc c'est possible qu'au niveau de l'appliance, on a vu que c'était un disque de 32 Go qui était utilisé par défaut. Potentiellement, il faudra, en regardant un peu le best practice guide, regarder si on n'a pas besoin de tuner, d'augmenter la taille du disque. Worker, donc je vous ai montré, il y a différentes sizes. En fonction des backup operations, on peut changer la taille du worker. Ça, c'est important à prendre en compte pour avoir des petits workers en backup, puisque c'est que des incréments, peut-être des plus gros workers en archive quand c'est des grosses données à transférer. Et donc, il y a différents ranges à prendre en compte en fonction de la taille de la machine pour avoir le worker le plus optimal, parce que côté Azure, en fonction de la taille de la machine, on a plus ou moins de performance en décor. Donc ça se faisait au niveau du worker. Il y a toute une partie profil là-haut avec small profile, medium profile, large profile avec la taille de la machine. Et quand vous configurez le worker, voilà, vous dites voilà, je veux du standard, simple configuration, vous dites combien vous en voulez. Je vous laisserai creuser. Ça c'était avant, maintenant c'est après. On peut choisir small, medium. On a aussi une nouvelle fonctionnalité, c'est le private network deployment. Private network deployment, c'est pour éviter d'accéder directement aux services Azure depuis l'extérieur, notamment les services de sauvegarde, connexion avec le stockage. Donc ça va automatiquement, le service bus, l'upgrader en premium. C'est fait automatiquement quand vous activez la feature, ça vous prévient, mais ça vous dit voilà, vous voulez faire private network, hop, ça passe en premium. De votre côté, il faut quand même faire la partie peering pour que justement le subnet des différents composants Vim puisse discuter avec ces services en interne, d'accord. Et dans le user guide, de toute façon, tout est détaillé. Donc c'est au niveau du network, on avait cette partie private network deployment. Et ça vous dit bien que ça va faire des choses si vous appliquez ça. L'ordre dans lequel ça marche, ça attend que tout soit terminé, si jamais vous l'appliquez. Tout va devoir se terminer avant d'initialiser le process. Ça upgrade le service bus en premium, donc ça peut coûter un peu plus cher. Ça va recréer tous les workers avec les bonnes configurations pour que justement créer un private endpoint pour que les composants Vim et les workers puissent discuter avec les storage accounts. Tout ça dans un private net.
L'autre chose, c'est la configuration backup and restore. Maintenant, directement dans la configuration, on va avoir l'ancien, c'est snapshot base, on fait des snapshots de la machine, et quand on a besoin de restaurer, c'est plus complexe, il y a toute une procédure à suivre. Ou alors c'est nouveau, c'est configuration based, et on se retrouve comme on avait traditionnellement le faire avec un VBR, la création automatique de backup de configuration, qui est stocké dans un repository, et qui va permettre, si jamais il y a un problème avec l'appliance, un problème de configuration ou un problème complet de l'appliance, de juste restaurer, de s'en servir pour faire des migrations, des redéploiements de l'appliance ou des restaurations de configuration. Donc dans l'interface, au niveau de settings, ici on a la partie configuration backup et on peut faire du backup ou du snapshot. Moi je vais recommencer de faire du backup, c'est configuration backup, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, et de le scheduler pour le mettre dans un repository, potentiellement peut-être sur une autre région. Voilà. Dernier point, et on est déjà à 24 minutes, je parle peut-être, j'essaie de parler vite pourtant, hein, mais c'est pas toujours évident. Beaucoup de choses à dire pour être vraiment précis sur toute cette partie Azure. Dernière partie, c'est le bottleneck overview qu'on voit en bas à droite. Je trouvais que c'était important de détailler comment il fonctionne. Donc le worker time qu'on voit ici, il est optimal. Mais le bottleneck, il peut indiquer tout simplement que le workload, il met du temps, les workloads mettent du temps à attendre son worker. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas assez de workers dans une région pour pouvoir sauvegarder le nombre de workloads. Si vous avez que défini 5 workers qui démarrent dans un... alors qu'il y a, je sais pas, 200 ou 300 workloads à sauvegarder, bah là, il va peut-être vous dire que c'est pas optimal. Donc la solution, c'est tout simplement soit d'étaler dans le temps la policy pour avoir moins de machines qui tournent en parallèle, soit remettre un plus grand nombre de workers tout simplement. L'autre chose, c'est le CPU quota. Pareil, le bottleneck, ça traque donc le nombre de CPU ressources au niveau des workers. Parce que forcément, on va déployer peut-être 20, 10, 30. Ça va dépendre des configurations, mais on peut monter très haut le nombre de workers, parce que c'est juste pour traiter une machine à worker. Et potentiellement, Microsoft a une limite de quota par souscription. Et donc, c'est possible que vous puissiez tout simplement demander à Microsoft d'augmenter ce quota quand il y a des grosses infrastructures et que vous arrivez au quota du nombre de CPU ressources disponibles pour votre souscription. Le dernier, c'est le storage account. Et bien, s'il y a beaucoup de workers qui écrivent sur le même storage account, ça peut faire du throttling. Microsoft évite qu'il y ait trop d'accès concurrents sur le même storage account. Et donc la solution, c'est d'increase le nombre de storage accounts tout simplement, niveau repository pour nous, pour vraiment avoir des policies, des storage accounts, des workers. Tout ça correctement configuré. Voilà pour cette petite présentation, qui est même pas petite, cette présentation tout simplement assez complète, j'espère, de Vim Backup pour Azure, de comment ça fonctionne. Je vais faire aussi une session sur AWS et GCP, quelques spécificités à chaque fois par produit. Et dès que la Service Provider Console V7 sortira, je ferai toute une partie configuration et gestion des appliances dans cette interface. D'ici là, je vous dis à bientôt et bonne continuation. Ciao.